les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, le retour d'une rencontre psy avec Elisabeth Beaufils. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elisabeth Beaufils, on a déjà fait plusieurs émissions, je ne sais plus combien d'ailleurs. 10. Oui, une dizaine au moins d'émissions. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous êtes psychothérapeute et plus précisément psychanalyste. Vous pouvez préciser, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs écoles, mais psychanalyste, c'est psychanalyste qui travaille avec l'inconscient et non pas avec le comportement. Donc on travaille avec l'inconscient, cette force en nous qui agit à notre insu. On doit dévoiler par le travail d'analyse avec quelqu'un qui a fait forcément une psychanalyse, autrement ça ne peut pas fonctionner. Ah oui, c'est ça qui est important, c'est qu'un psychanalyste ou une psychanalyste a toujours fait une analyse sur elle-même. Oui, voilà, une psychanalyse. Alors, la question qu'on a trouvée aujourd'hui, qui va intéresser beaucoup de monde, je pense, c'est cette recherche de reconnaissance et d'amour pour s'accepter et s'aimer. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de la reconnaissance des autres pour s'aimer ? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis alors c'est vrai que je pensais aussi à notre époque des réseaux sociaux, on a souvent, encore plus, on trouve ce besoin d'être valorisé, d'être liké. Liké qui veut dire aimer, un like sur son réseau. Oui. Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux ? Est-ce que c'est amplifié par les réseaux sociaux ? Ou est-ce que ça a toujours autant existé ? Je pense que c'est amplifié parce qu'il y a beaucoup de communication orale par les réseaux sociaux et qu'avant on en avait beaucoup moins quand même, orale ou même écrite, quoi, mais tout le temps, quoi. Et on s'observe peut-être plus avec les réseaux sociaux. Je vois les jeunes, ils sont tout le temps se prendre en photo, se regarder. C'est ça. Ouais. Sans doute parce qu'ils n'ont pas été assez regardés. Peut-être parce que leurs parents eux-mêmes, maintenant, les parents sont déjà pris. Et alors, dans mon titre, je disais « Recherche de reconnaissance et d'amour » parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, il y a un lien entre reconnaissance et amour. Oui, bien sûr, sûrement. Alors, j'ai trouvé, en cherchant sur ce sujet, pour préparer ce sujet, une citation de Sartre dans L'être et le néant, qui dit « Avant d'être aimés, nous étions inquiets de cette protubérance injustifiée qu'était notre existence. » Et il dit « Une fois qu'on est aimé, c'est là le fond de la joie d'amour, nous sentir justifiés d'exister. » Mais il ajoute que c'est voué à l'échec parce que finalement, cette insécurité de l'amour donc, met en difficulté notre justification d'exister. Et j'ai pensé aussi, alors après Sartre, j'ai envie de citer la Bible, parce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on trouve cette fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est vrai qu'on pourrait la prendre, alors on pense tout de suite que ça veut dire qu'il faut aimer les autres comme on s'aime, mais ça peut être pris aussi dans le sens de lier l'amour du prochain à son amour de soi, et l'idée qu'on ne peut pas aimer les autres et être aimé si on ne s'aime pas. Voilà, oui, c'est très juste, oui. On ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas non plus. Et alors, le manque de confiance, d'estime de soi, ça peut être passager, lié à des événements dans notre vie, mais quand est-ce que ça devient maladif ? D'abord, c'est pas maladif, c'est pas une maladie, on n'a pas besoin d'être guéri puisqu'on n'est pas malade, mais on peut travailler sur sa confiance en soi. Alors quand je disais maladif, ça veut dire que ça devient vraiment régulier et profond, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça peut être réversible, c'est pas fatal. C'est pas fatal, par le travail d'analyse, on peut revenir là-dessus et apprendre à s'intéresser à soi. D'abord, rien qu'en venant aux séances, on s'intéresse à soi. On prend du temps pour soi, on paye pour soi. Vous voyez, c'est déjà un premier pas très important. Alors on dit souvent « aide-toi, le ciel t'aidera », alors on pourrait dire « aime-toi et l'autre t'aimera », mais j'ai envie de dire c'est facile à dire mais pas facile à faire. Ah oui, ça c'est sûr. Et en fait, on a l'impression presque on peut penser à un cercle vicieux, parce que si on s'aime pas, donc vous dites en effet on n'est pas aimé ou mal aimé, et du coup ça renforce cette impression d'être dévalorisé. Tout à fait. Alors pourquoi cette impression toujours d'être dévalorisé qui se transmet aux autres ? Comment ça se passe ? Ça part de l'histoire de chacun. Si vos parents vous ont aimé inconditionnellement, il est bien évident que c'est sûr que vous allez pouvoir vous aimer très facilement après, s'il y a eu cet amour inconditionnel. Mais ce que je vois souvent, c'est que les parents conditionnent leur amour. Si t'es sage, t'auras un bonbon. Si t'es sage, tu pourras le faire ci.
etc. Et si tu n'es pas sage, contrairement, tu ne pourras rien faire, quoi. Tu ne pourras pas avoir de bonbons, etc. Ou si tu travailles bien à l'école, on t'aimera. Donc là, il y a une condition, et ça, c'est terminé. L'enfant ne peut pas s'aimer, c'est une condition. Par les parents, hein. Après, c'est beaucoup de personnes, des grandes personnes, se disent, ben, puisque je n'ai pas été aimé inconditionnellement par mes parents, eh ben, je vais essayer d'être aimé inconditionnellement par mon conjoint ou par ma conjointe. Et là, ça ne marche pas du tout, parce que comme le conjoint ou la conjointe amène son histoire, il est bien évident qu'il ne pourra pas aimer inconditionnellement la personne qui se présente. Il n'y a que l'amour des parents qui peut être inconditionnel. Puis, ça me fait penser ce que vous dites à Romain Gary, la promesse de l'aube, parce qu'il dit il y a rien qui peut remplacer justement cette promesse de la mère, de cet amour inconditionnel de la Il n'y a mère. rien qui peut remplacer, on ne peut pas réparer ça, sauf évidemment par le travail d'analyse où on apprend à libérer sa propre parole et à se construire par son langage, par sa parole, à le trouver sa parole et se construire comme ça. Sinon, on s'en rate, si on peut dire. Puisque cet amour inconditionnel, on va toujours le chercher, jamais le trouver, et on ne pourra pas faire un couple, on ne pourra pas aimer ses enfants inconditionnellement, etc. J'ai écouté une émission sur les chanteurs et les chanteuses, et j'entendais parler de Maria Callas, qui n'était pas aimée de sa mère. Elle avait une grande sœur qui était aimée, et elle a commencé à se sentir aimée quand sa mère a découvert sa voix et l'a forcée à chanter, même à s'entraîner. Oui, mais ça, c'est pas un amour inconditionnel. Elle l'a aimé parce qu'elle a trouvé que sa voix était belle, donc c'est pas inconditionnel. Ouais. Une femme L'amour qui a été inconditionnel, malheureuse, en fait. c'est n'importe quoi. Je dis aux parents, votre fils fait des tas de conneries, votre fille, ou bien alors il se drogue, etc. Vous l'aimez, il est en prison, vous allez le voir, il fait des bêtises, il ne vous répond plus, vous continuez à lui écrire. Toujours, 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 l'amour surtout de la mère doit être inconditionnel, le père aussi. Mais c'est la mère qui est en premier. Le premier grand amour de l'enfant, c'est sa mère. Et s'il y a eu un ratage à ce niveau-là, c'est très difficile. C'est pas possible de se récupérer sauf par le travail d'analyse. Mais je pensais à Romain Gary, lui, ça a été peut-être terrible parce que ça l'a aidé à être un grand héros, un grand écrivain. Mais en même temps, ça l'a conduit au suicide parce qu'il a jamais... Peut-être que c'était trop, là, c'était trop. Peut-être c'était pas un amour inconditionnel, certainement pas, autrement il ne se serait pas suicidé. C'est pas possible. Il y avait une raison pourquoi sa mère l'aimait. Vous voyez? Ouais, peut-être une revanche sur la vie, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de Ouais. raison pour l'amour d'une mère, vous voyez? Aucune raison. C'est pas possible autrement que cet amour doit être sans condition. Et c'est vrai que on a souvent ce besoin d'être utile, de se sentir utile. Oui, alors ça, c'est bien d'ailleurs de vouloir se sentir utile aux autres. C'est peut-être bien ni pas bien. En tout cas, on n'est pas un objet, donc on n'est pas utile. On n'est pas une fourchette, une assiette ou je sais pas quoi. Ah oui. Donc on n'est pas un objet. Le terme utile, c'est pour un objet. Utile, c'est pour un objet. Hein, on pourrait être là pour quelqu'un, parce qu'on a de l'estime pour quelqu'un, etc. Mais c'est pas être utile. Vous voyez? Et il y a certains métiers quand même qu'on choisit souvent parce qu'on a envie d'aider les gens, les soignants, les professeurs. Des motivations qui faudrait les analyser, il faudrait y réfléchir. Parce que souvent c'est des professions de réparation de quelque chose qui n'a pas été pour soi. J'en vois assez pour savoir que c'est souvent ça. Et je le dis d'ailleurs aux gens qui viennent, institutrices, soignantes, ça. C'est des professions de réparation de soi. Mais on ne répare rien, alors les gens sont souvent déçus. Ils sont souvent amers parce qu'ils ne réparent pas ce qui n'a pas été pour eux dans cette profession. Mais s'ils ont quand même des retours, justement, qui voient qu'ils apportent quelque chose aux autres, ça peut leur faire du bien aussi. Ils n'ont pas toujours des bons retours non plus. Oui. Alors quand ils n'ont pas de bons retours, ils sont à la merci des retours. Voilà, c'est exactement le mot. Ils sont à la merci de l'autre, du coup. Ils ne sont pas en soi, ils sont à la merci de l'appréciation de l'autre. Et ça, c'est très grave quand même, d'être soutenu par l'autre, quoi, hein, et pas exister par soi-même. On est un sujet, alors c'est ça, on n'est pas un objet. C'est ça. Exactement. Et comment est-ce qu'on devient sujet? Alors vous dites par l'analyse, comment ça se passe? Par l'analyse, on apprend à trouver sa propre parole, son propre langage, indépendamment. Déjà, quand on a tout le langage du père, de la mère, des frères, des sœurs ou de la famille, enfin tout ça. Et après, on doit apprendre à trouver sa propre langue. C'est une langue, sa langue. C'est pas seulement la langue maternelle qu'on a reçue, il faut qu'on apprenne à trouver sa propre langue, son propre langage. Et c'est ça qui va nous soutenir, c'est ça qui va nous aider, vous voyez, à trouver sa propre langue. C'est pas facile. Mais c'est par ce travail d'analyse où on revient régulièrement sur ce qu'on a vécu, qui fait qu'on arrive à trouver sa propre langue, petit à petit. Et on naît à soi-même, naître à soi-même, et non plus naître par l'autre, vous voyez. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un trouble du début
un trouble de l'amour de la mère au départ. Souvent, le premier amour, c'est la mère. Donc il y a eu un trouble à ce niveau-là. Il faut apprendre à ce moment-là à s'aimer soi-même. Ah oui, alors votre phrase de naître à soi-même, ça me fait penser à un jeu de mots étymologique de Claudel qui faisait un jeu dans art poétique entre naître et connaître, toute naissance et connaissance. Mais je crois que vous n'aimez pas trop Claudel. Ben non. Je ne pense pas que Claudel ce soit un modèle. Hein. Il a quand même fait hospitaliser sa sœur dans un hôpital psychiatrique. Elle est morte comme ça, alors que c'était une femme géniale qui avait fait des choses extraordinaires, des sculptures, etc. avec Rodin. Mais comme elle était avec Rodin, n'est-ce pas, c'est elle qui était punie d'avoir fait soi-disant une faute, alors que Rodin est tout aussi coupable d'avoir eu une maîtresse, alors que c'est elle qui a payé et que son frère ne l'a pas défendue. Et surtout, elle avait une mère abominable qui la détestait, qui était horrible avec elle, et qui a tout fait pour qu'elle soit en psychiatrie, dans un trou paumé, et qu'elle n'existe plus, cette femme. Et elle n'a pas pu se défendre. À l'époque, on pouvait moins... Quoique, on ne peut pas se défendre non plus encore maintenant. Je vois des femmes hospitalisées contre elles-mêmes, parce que c'est le mari ou le père. D'ailleurs, dans le livre de Je m'appelle Elisabeth, il y a, par Adèle Lyon, elle explique très bien que son arrière-grand-mère était hospitalisée à cause de son père et de son mari qui ont dit qu'elle était folle. Alors que c'était une femme qui était joyeuse, mais elle déparait dans la société bourgeoise. Elle était fantaisiste. Elle n'était pas dans le rang, Elle n'était pas dans le rang, elle n'était pas... Non, elle n'était pas classique, elle n'était pas... Donc ils ont dit qu'elle était folle. Et elle s'est fait hospitaliser, on l'a même lobotomisée. Et on a dit qu'elle était schizophrène, alors que cette fille a fait des recherches, c'est son arrière-grand-mère, et comme elle avait peur de devenir folle, elle s'est dit, il faut absolument que je recherche ce qui s'est passé. Et donc elle a cherché, c'est très intéressant le livre, et elle a trouvé que pas du tout, cette femme n'était pas folle du tout, et que simplement, et encore maintenant, on n'en arrive pas à la lobotomie, mais on peut très bien, je l'ai vu plusieurs fois, faire hospitaliser une femme parce qu'on trouve qu'elle est pas dans le rang, qu'elle n'est pas comme il faut, qu'elle n'est pas... Les femmes n'existent pas suffisamment, elles n'ont pas à chercher, à trouver, et c'est surtout chercher beaucoup son existence propre. C'est très difficile de trouver son existence. Alors, elles sont sous emprise. Si elles sont sous emprise, c'est qu'elles n'ont pas de prise sur elles-mêmes. Vous voyez ? C'est elles n'ont pas eu de prise sur elles. Donc, il est très important qu'une femme, une petite fille et une fille apprennent à exister, poser son désir, refuser qu'on la malmène, refuser qu'on lui fasse du mal. Vous voyez ? Et à partir de là, la femme peut exister. Quand je voyais, par exemple, quand je travaillais en maternité, je voyais des petites filles arriver avec leur maman, et leur maman disait, tu vas dire bonjour à la dame et tu lui fais un baiser. Je dis, pas du tout. Pourquoi faire un baiser alors qu'elle ne me connaît pas ? Pas forcé si l'enfant veut pas. Ne faites pas ça. Puis de toute façon, je dis, un pédophile dans la rue, il va lui faire un baiser, elle va partir avec lui. Ou il lui donne un bonbon, elle va partir avec lui. Faites attention à votre fille. Elle ne doit pas m'embrasser si elle ne me connaît pas. Vous voyez ? C'est très important. Donc les filles sont plus menacées de ce genre de choses. Parce qu'on leur apprend à être gentille, il faut être gentille. Les garçons aussi, mais je veux dire que les filles, c'est parce que les femmes n'ont pas eu ce réflexe d'apprendre à exister, en se disant, c'est l'homme qui doit exister, de toute façon je vais m'appuyer sur lui, je vais me laisser conduire. Oui, un jour mon prince viendra, comme dans les contes, quoi. Oui, c'est ça, mais alors c'est pas ça du tout. Alors là, on parle beaucoup inversement des masculinistes qui se sentent dépossédés, justement. Il y a une série, là, Adolescence, qui parle de ça. Ces hommes qui en veulent aux femmes et qui en viennent parfois à tuer des femmes par refus du féminisme, enfin de l'acceptation des femmes. Pensons que qu'elles n'ont pas existé, que c'est l'autre qui doit les faire exister, ce sera comme ça. La femme doit se battre pour exister. Et se battre en apprenant à trouver son propre langage sans agressivité, mais tranquillement, à dire moi j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, etc. Vous voyez ? Et pourquoi la femme, finalement, elle doit se battre ? Se battre, c'est simplement se battre pour son existence propre, comme l'homme doit se battre. Ouais. Parce que moi j'ai entendu des choses sur l'homme qui étaient martyrisé par des femmes. Oui, aussi, donc c'est dans les deux sens. En début, alors je peux en parler, parce que c'était en 75, j'ai vu une assistante sociale qui est venue, qui faisait une enquête sur les hommes battus, mais c'était horrible. Elle a dit, moi je vomissais en sortant, tellement c'était horrible ce que les femmes lui faisaient subir. Et ça se sait pas. D'ailleurs, ils n'osent pas le dire, en fait. Non, ils n'osent pas le dire, il y a une honte. Et puis elle a vu une avocate qui lui a raconté aussi des choses abominables, c'était il y a très longtemps, donc je peux le dire. Mais elle a dit, il y a autant les hommes. Mais ça ne se sait pas. On ne dit pas que les femmes font subir des choses atroces quelquefois aux hommes qui n'existent pas. Un homme qui existe ou une femme qui existe ne vont pas se laisser comme ça démolir par l'autre.
Oui. Donc c'est important d'exister, de se sentir exister. D'être responsable de soi, d'abord, hein, et pas penser que l'autre va vous soutenir, va vous aider, etc. De ne pas attendre trop de l'autre. Voilà, apprendre à se soutenir et que l'autre, bien sûr, il y a une entraide réciproque dans un couple, mais on ne peut pas tout attendre de l'autre, c'est pas possible. Et qui répare surtout ce qu'on a mal vécu quand on était enfant. Oui. De ne pas attendre un médecin, voilà. Que l'autre soit votre médecin, en quelque sorte, Ouais. votre thérapeute. L'autre ne peut pas être votre thérapeute. Il faut apprendre à... Ça me fait penser au poème de Verlaine, mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et familier d'une femme que j'aime et qui m'aime. Oui. Et en fait, en fait, ce qu'il veut, c'est une femme qui le console, qui lui fasse du bien, et voilà. Qui m'aime et que j'aime. Ça veut dire qu'il y a une réciprocité quand même. Hein? Oui, mais à la fin, et qui calme en Oui, pleurant oui, ses ça, souffrances. c'est la mère, hein, Voilà, c'est la ouais. mère. Souvent, bien sûr, on tombe sur la mère qui n'a pas été celle qui console, celle qui aime et qui câline. Alors maintenant, on peut parler d'un syndrome dont on entend parler de plus en plus, qui a été découvert dans les années 50 et avec des variantes. C'est le syndrome de Munchausen qui montre, alors pour dire, c'est une pathologie psychologique, hein, je vous donne la définition que j'ai trouvée très simplement, caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion. Alors j'ai cherché la différence avec l'hypocondrie, parce que l'hypocondriaque c'est celui qui se croit malade. En fait, l'hypocondriaque, il a peur de la maladie et il a une préoccupation excessive de sa santé. Alors qu'en fait, celui qui souffre de syndrome de Munchausen, lui, il cherche à être malade fictivement, mais parfois il arrive même à se rendre vraiment malade pour attirer l'attention. Donc c'est considéré comme un syndrome assez grave. Et donc les gens peuvent en venir à prendre des médicaments, se rendre malades, s'automutiler. Donc celui qui a découvert ce syndrome et il l'a nommé, c'est Richard Asher en 1951, médecin endocrinologue britannique, qui s'est rendu compte que des personnes essayaient d'attirer l'attention du corps médical en se créant des pathologies. Et il s'est inspiré des aventures du baron de Munchausen, qui est quelqu'un qui a vécu, mais dont les aventures invraisemblables ont été racontées ensuite, et qui est connu aussi en France sous la traduction de baron de Crac, Crac signifiant mensonge. Raconter des cracks. J'ai cherché parce que j'aime bien la littérature aussi, et donc j'ai trouvé plein de personnages, mais pour en citer qu'un, chez Jane Austen, Orgueil et préjugés, Mrs. Bennet, la mère de famille, elle est toujours à s'inventer des maladies en disant qu'elle est souffrante, qu'elle est nerveuse, etc., pour attirer la compassion de sa famille, ce qui ne marche pas très bien d'ailleurs avec son mari, en tout cas. Alors, avec les réseaux sociaux, on a vu aussi se développer le syndrome de Munchausen par Internet, des gens dans des forums, etc. Il y a même une femme qui s'est présentée comme la mère d'une pauvre jeune leucémique. Elle a mis des photos, elle a fait un blog, elle a annoncé la mort de cette fille, et après on s'est rendu compte que tout était inventé pour que les gens soient empathiques avec elle, quoi. Et alors, donc, on a un autre syndrome de Munchausen, mais qu'on appelle par procuration, peut-être un peu à tort. En fait, c'est la traduction de by proxy en anglais. C'est un pédiatre anglais, Roy Meadow, en 1977, qui a décrit une forme de sévice à des enfants dans laquelle les mères, souvent, induisent ou décrivent des maladies chez leurs enfants. Ah oui, c'est vrai ça. Et donc ça, c'est quand des parents, pour attirer toujours l'attention, la compassion, finissent par rendre parfois vraiment malades leurs enfants. C'est souvent qu'ils emmènent leurs enfants à l'hôpital en disant qu'il a ci, qu'il a ça. Oui, ça c'est sûr. Ça, vous en avez rencontré, vous? Oui, j'étais en maternité, puis avec des parents qui amènent régulièrement leur enfant à l'hôpital et que l'enfant n'a rien, en fait. Il crée des maladies, on pourrait dire. Et c'est très délicat, ça, je pense, à diagnostiquer, parce qu'en même temps, parfois on peut faire des erreurs, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et on peut croire que c'est ça et qu'il y a vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. C'est assez terrible. D'ailleurs, j'ai vu, alors là, il y a de nombreux films et des séries, dont certains qui évoquent parfois des fausses accusations, mais dans les films comme Sixième Sens, il y a l'évocation de ce syndrome, puisque c'est un psy. Dans le film tiré du livre de Stephen King, il y a aussi cette histoire-là. Et puis, alors, parmi toutes les nombreuses séries qui évoquent ce syndrome donc de Munchausen par procuration, j'ai trouvé The Act,
qui raconte, qui est basée sur une histoire vraie. En fait, c'est parti de... Là, c'est carrément une fille qui a fait tuer sa mère parce qu'elle l'avait forcée depuis son enfance à être nourrie à la sonde et à se déplacer en fauteuil roulant, Ça se peut arriver. alors qu'il n'y avait aucune raison, en lui donnant des médicaments. Ah oui, un peu. Ça peut aller loin, hein, d'être l'objet de l'autre. Mais là, elle s'est révoltée. C'est une histoire vraie, alors elle s'est révoltée Bah, elle s'est révoltée en tuant sa mère. en tuant sa Elle mère. n'avait qu'une solution, quoi. C'est un peu Sa terrible. mère l'avait tuée aussi, hein. Ouais. Mm. Moi, Réellement, c'est-à-dire pas tuée symboliquement, là, c'était dans la réalité. Hein. Ouais. Mm. Alors moi, j'ai croisé plusieurs exemples en milieu scolaire, de plus en plus, je trouve. Et j'ai même reçu à ces occasions un témoignage d'amis. Il faut parce dire que vous êtes professeur de lettres. Ouais, voilà, en collège. Et c'est vrai que... Alors, évidemment, c'est très difficile et on n'est jamais sûr, mais il y a quand même des flots de symptômes, des absentéismes pour des raisons médicales très nombreuses et très diverses parfois. Oui, oui. Des mères qui viennent en pleurant vous raconter combien c'est dur de vivre cette angoisse de leur enfant, qu'elles en tombent elles-mêmes malades. C'est pas, d'ailleurs parfois souvent des soignantes elles-mêmes. Et alors, il y a ce que me disaient des amis qui ont témoigné, qui ont vécu ça, c'est que il y a cette fameuse loyauté de l'enfant qui ne veut pas, même s'il se sent pas malade. C'est-à-dire l'enfant d'emblée aime sa mère. Et c'est pas toujours réciproque. C'est ça le gros problème que je vous dis depuis le début. Parce que l'enfant, lui, il aime sa mère et veut la protéger. Et il s'aperçoit pas tout de suite que ça peut être faussé, cet amour. Oui. Et c'est petit à petit, en ouvrant les yeux, c'est souvent à la sortie de l'enfance, on ne sait pas trop quand ça se passe, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. L'adolescence. Ouais. Non, pas l'adolescence, Non, avant. Bien avant l'adolescence. L'âge fragile, c'est l'âge où l'enfant sort de l'enfance et commence à réfléchir et à voir ce qui se passe autour de lui. C'est Alice au Pays des Merveilles qui voit qu'elle ne peut plus passer dans les petits trous. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et elle regarde autour d'elle et elle constate qu'il y a une réalité qui n'est pas celle qu'elle avait imaginée et rêvée pendant qu'elle était enfant. Et donc elle tombe nez à nez avec quelque chose de très douloureux qui est que éventuellement sa mère ne l'aime pas, par exemple. Oui, ne l'aime pas pour elle-même. Et en fait, oui, ce que me disait cette amie qui avait vécu ça dans son enfance... et qui s'occupe beaucoup de sa maman maintenant, c'est très touchant parce que bien qu'elle ait fait beaucoup de psychanalyse et qu'elle se soit rendue compte, elle continue, elle ne veut pas la lâcher. Sa mère, tout simplement, parce que je ne sais pas si son analyse lui a dit, simplement qu'elle cherche encore désespérément l'amour de sa mère, qu'elle n'aura peut-être jamais, mais qu'elle cherche encore. Oui. Elle n'a pas renoncé à cet amour d'enfant qu'elle n'a pas eu, vous voyez. En grandissant, on peut renoncer si on dit que, non, elle ne m'a pas aimé, tant pis, je la laisse tomber. Alors, moi, ce qu'elle me disait, c'est que sa mère était dépressive et quand elle avait mal dormi, elle disait à sa fille le matin, tu as mal dormi, tu es malade, je vais appeler le collège pour dire que tu ne viens pas au collège. Alors que c'était elle. Alors, c'était elle. Alors, vous voyez, ça montre très bien que les gens qu'on dit dépressifs, ce sont des gens très en colère et qui retournent leur agressivité contre eux. Alors, on a l'impression qu'ils sont déprimés, mais en fait, ce sont des gens en colère et qui font payer ça aux autres. C'est pas déprimée qu'elle était. Elle était très en colère pour essayer de se récupérer. Elle mettait sa colère sur sa fille. Et inversement, vous me disiez que les gens qui ont ce syndrome de Munchausen, qui s'automutilent, en fait, c'est parce qu'ils ne peuvent pas agresser l'autre. Ils n'arrivent pas à agresser. Là, cette mère avait trouvé un objet d'agression, c'était sa fille. Tandis que beaucoup de gens n'arrivent pas, n'osent pas surtout, exprimer leur agressivité vis-à-vis de leur conjoint ou vis-à-vis de leur mère quand ils étaient enfants. Ça, c'est typique, ça. Ils n'ont pas osé être en colère après leur mère, alors que c'est absolument indispensable, parce que la mère est frustrante, donc l'enfant doit exprimer sa colère. Et ça, je vous ai souvent dit, sans surtout être puni, mis dans sa chambre ou quoi que ce soit, il doit pouvoir exprimer sa colère librement, parce qu'il est frustré. Donc si les gens n'ont pas pu faire ça, ils retournent ça contre eux, leur colère. Et c'est là qu'on dit, oh le pauvre, il est déprimé. Il n'est pas déprimé, il a gardé cette colère en soi, qu'il n'a pas pu dire, vous voyez. Donc les parents, ça peut être rassurant. Hein, si vous avez la colère de votre enfant, c'est plutôt bon signe. C'est très rassurant. Très bien. C'est très rassurant. Non, j'ai très peur des enfants qui me disent « Oh, j'étais sage comme une image, j'étais calme et tout ». Pas les enfants, les grandes personnes qui viennent et elles disent ça. C'est mal parti d'avance. Enfin, pour elles, après, elles font une analyse parce qu'elles ont besoin. Alors donc justement, j'allais vous dire quelle thérapie, donc une analyse, là aussi, qu'est-ce que ça fait l'analyse Ça permet de parler pour soi, de trouver son propre langage en dehors de la langue maternelle, qui a été souvent une langue maternelle virulente et contre l'enfant, de trouver sa propre
parole et d'apprendre à s'aimer avec cette parole-là, qui est la sienne, vous voyez. Apprendre à s'aimer. C'est ça depuis le début qu'on cherche à dire. Hein. Et les thérapies familiales, vous en pensez quoi? Les thérapies familiales, c'est un passage pour après que chacun se détermine pour faire une thérapie individuelle. Hein. Ah oui, ça peut être un passage souvent, avant. C'est un passage. Ouais. Alors il y en a qui se déterminent, d'autres pas, pour faire une thérapie individuelle, une analyse personnelle. Hein. Alors pour finir notre émission, j'ai trouvé 2 citations qui m'ont plu. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Oui. Une de Maya Angelou, romancière, poétesse, professeure d'université et militante afro-américaine, personnalité importante du mouvement américain des droits civiques. Et elle a écrit « Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. » C'est tout à fait ça. Aimer ce que vous êtes vous-même. Et aimer ce que vous faites. L'apprécier ce que vous faites. Et là, c'est dans le faire, en plus, c'est dans l'action. C'est dans plutôt l'action. que dans oui, bien sûr, l'être. ça passe dans l'action. Ouais. On ne peut pas s'aimer comme ça en rêve. Quoi. Il faut aussi agir et aimer ce qu'on fait. Et puis j'ai trouvé une autre citation de Thomas Pesquet, donc un Normand très célèbre, qui est allé dans l'espace, mais qui a été très patient parce qu'il n'a pas été tout de suite et qui a fait plein de choses. Et il a dit dans certaines interviews il faut tout tenter et surtout oser. Le plus grand mécanisme d'obstacle à la réussite est l'autocensure. Certainement, oui, c'est ça. Soi-même, se priver soi-même, autocensure, c'est se censurer soi-même, bien sûr. Hein. Il disait que lui, il a été au concours d'Air France pour devenir pilote de ligne. Il pensait qu'il y aurait plein de monde. Et en fait, il n'y avait pas grand monde. Et il s'est dit, finalement, il y a plein de gens qui rêvent d'être pilotes, mais les gens n'osent pas aller jusqu'au bout de leur rêve. Il y a aussi, malheureusement, ceux qui n'ont pas de bons yeux. Et ils doivent renoncer. J'ai vu un garçon comme ça, qui n'avait pas de bons yeux. Il a été malheureux de ne pas pouvoir être pilote de ligne. Ouais. Mais alors ça aussi, c'est les gens qui renoncent à des choses pour... moi, je pense à Grand Corps Malade, qui a eu son accident, alors qu'il voulait devenir un grand sportif, il était sportif, et il a fait autre chose. C'est ça, on peut très bien, c'est ce que je ressens avec la thérapie, parce qu'il était jeune, donc il a fait une thérapie analytique. Oui, parce qu'il avait besoin à cause de ça. Ouais. Il a trouvé autre chose qui lui convenait, bien sûr. Donc il n'a pas renoncé, c'est pas censuré. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il n'a pas dit je suis mauvais pour tout, quoi. Bah écoutez, on va se quitter. Merci pour toutes ces pistes de réflexion. Merci aussi, Madame Grosfils. On va se quitter en musique. Alors j'avais pensé à une chanson de Balavoine, Aimer plus fort que d'être aimé. Mais je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, on ne peut pas aimer plus fort qu'on est aimé. Il faut que ce soit à égalité. Il faut que ce soit interactif, c'est-à-dire que ce soit des deux côtés. Que ce soit réciproque, l'amour. Mais ça ne doit être pas plus l'un que l'autre. Oui, on ne peut pas opposer. Et en plus, c'est pas seulement ça, mais c'est pas seulement un jour le temps de faire une émission sur s'aimer, c'est pas évident. S'aimer, c'est pas évident. Et aimer, c'est pas évident du tout non plus. C'est une construction jour après jour, tous les jours de sa vie. Avec son conjoint, son partenaire, même avec ses enfants, avec tous les gens. C'est apprendre à aimer, c'est extrêmement difficile. C'est un travail constant, vous voyez. Trouver la paix avec soi-même, en fait. C'est pareil, c'est ça. Parler de colère. Si on est en paix avec soi, on va être plus facilement conciliant avec les autres aussi. Hein, c'est vrai. Alors pour finir en musique, je crois que vous me disiez que justement la musique c'était un moyen de trouver la paix facilement. C'est vrai, ça peut apaiser, ça peut être thérapeutique, la musique. Ça peut, sûrement. De l'écouter ou de la pratiquer. De la pratiquer, c'est encore mieux si on peut. Alors justement, vous avez un choix musical de musique qui est très apaisante. L'aria de Bach. Très bien. Merci Elisabeth Beaufils. Merci Madame Grosfils.